Voilà, donc je vais laisser la parole au nouveau président de la session qui suit. Donc on va passer tout de suite à la prochaine séance technique. Donc M. Nazé, qui est président de l'Association française de génie parasismique, qui va présider avec moi donc, cette séance technique. Et nous allons commencer par un exposé de M. Jean Pirot, Pierre Dufau, la sécurité des ouvrages hydrauliques et nucléaires. Pierre Dufau et la sécurité des ouvrages hydrauliques et nucléaires. Alors, dans les grandes lignes, la carrière de Pierre Dufau vous a déjà été décrite ce matin. Alors, en quelques mots, je dirais que pour moi, Pierre Dufau était avant tout un ingénieur pluridisciplinaire, avec un large champ d'intérêt et de compétences, puisqu'il a travaillé sur les barrages et les cavernes, les barrages, les tunnels et les cavernes, et également l'urbanisme souterrain, c'est-à-dire l'application du génie civil souterrain à l'urbanisme et à l'aménagement. Il avait une ouverture d'esprit et une imagination tout à fait exceptionnelle. Et le tout était finalement basé sur deux disciplines favorites, la géologie, qu'il citait toujours en premier, et la mécanique des roches. Alors mon exposé va se focaliser uniquement sur deux petits aspects de sa carrière. Je vais revenir un peu sur l'analyse de la rupture du barrage de Malpasset en apportant quelques éclairages que je pense un peu nouveaux, et également un autre sujet, la promotion des centrales nucléaires à réacteurs souterrains. Alors, le manuel de mécanique des roches, je voulais en parler un peu, mais le sujet a déjà été traité, donc je passe. Je souligne simplement que dans les 4 tomes du manuel, il y a un premier tome à caractère théorique, un deuxième tome, les applications, qui décrit les applications de la mécanique des roches pour les différents types d'ouvrages, souterrains et de surface. Et dans le génie minier et génie pétrolier, il y a non seulement des retours d'expérience, mais également des synthèses extrêmement intéressantes, qui sont quelque chose d'assez rare, qu'on ne trouve pas habituellement, sur le bilan que l'on peut tirer de tous les cas vécus qui sont exposés. Et c'est l'une des originalités de cet ensemble de livres. Alors donc, un retour sur la rupture du barrage de Malpasset. Alors, beaucoup d'orateurs en ont parlé. Le barrage de Malpasset, je rappelle pour les jeunes qui ne sont pas familiers avec la rupture du barrage de Malpasset a eu lieu en 1959. Les travaux avaient été faits déjà de 1950 à 1954. C'était un barrage pour l'irrigation, donc le maître d'ouvrage n'était pas EDF, mais c'était le génie rural du Var, et le maître d'œuvre, Cohen et Bélier, etc. Alors, je vais quand même donner quelques caractéristiques particulières. Le massif de gneiss de Malpasset était un gneiss très anisotrope, ça a été étudié en détail, notamment dans la thèse de Bernex, entrecoupé par de nombreuses failles, une voûte mince à double courbure qui ne manquait pas d'élégance, qui avait été faite dans un béton cyclopéen de qualité. Jamais le travail de l'entreprise n'a été mis en cause. Et c'est le seul cas de rupture d'un barrage-voûte que l'on connaisse dans le monde. Donc c'est un cas particulier, très particulier. Alors la vague de 50 millions de mètres cubes d'eau a submergé une partie de la ville de Fréjus en faisant plus de 400 morts. Il y a eu 3 commissions d'experts, 3 procès, et à la suite de ces procès en cassation, il y a eu une relaxe générale de tous les prévenus, c'est-à-dire le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, l'entreprise d'auscultation, etc., parce qu'on a considéré qu'il n'y avait pas eu d'infraction aux règles de l'art telles qu'elles étaient connues à l'époque. Alors, le barrage de Malpasset, une fois rompu, ça c'est une vue de la rive droite, et on s'aperçoit qu'il y a une large crevasse qui s'est formée juste avant la rupture sur la rive droite, au contact à l'aplomb du parement amont, cette fracture, on peut y rentrer dedans, ça fait de quelques décimètres à 1 mètre de large. Et en rive gauche, on voit qu'il y a eu emportement, arrachement d'un dièdre de roche,
sous l'effet de la pression des eaux, des sous-pressions, comme on disait, hein, le long d'une surface de faille que vous voyez là. Hein, c'était la fameuse faille aval qui n'avait pas été reconnue par les sondages. Et là, c'était tout simplement le long de la foliation qu'il y avait une faiblesse très grave, une anisotropie de résistance mécanique très grave, et ça a conduit à l'arrachement de ce dièdre de rocher et par la suite à la rupture du barrage. Alors, quelle a été l'implication de Pierre Dufaux dans cette affaire? Donc, j'ai dit que c'était le fils du chef du service des barrages au ministère. Il a été chargé par EDF donc, de suivre toutes ces investigations et le comité des Trois Pierres dont j'ai parlé, puisque Claude Louis en avait fait l'un des éléments de son exposé. Alors, quelles ont été les conséquences de cette catastrophe de Malpasset? Alors, il y a eu la catastrophe de Malpasset, puis il y a eu, quelques années après, la catastrophe de Longueronne, en 1963. Alors, Longueronne, ce n'était pas une affaire de rupture de barrage, c'était une affaire d'un versant instable qui, sous l'effet d'évolutions diverses du fait de la pluviométrie, du fait de la remontée de la nappe dans la retenue, eh bien, il y a un versant qui s'est mis à glisser probablement sur un coussin de vapeur qui a favorisé le glissement, hein, et la vague provoquée par ce barrage a tué plus de 2000 personnes, je crois, à Longueronne. Hein. Alors, à la suite de ça, donc, EDF a été interpellé et la direction de l'équipement a voulu absolument lancer des recherches pour améliorer les connaissances sur le fonctionnement mécanique et hydromécanique des massifs rocheux. L'autre conséquence, c'est que EDF s'est mis à investir beaucoup plus qu'elle ne faisait précédemment sur la reconnaissance des barrages, les futurs barrages, parce que c'était l'époque de la grande épopée hydroélectrique d'EDF dans les années donc 60 et 70 encore. Et à la suite de cette catastrophe, on verra pourquoi, l'État a considéré qu'il était impératif que tous les projets de barrage fassent l'objet d'un second regard, comme on dit aujourd'hui, un second regard par des gens qui n'étaient pas impliqués dans ni le maître d'ouvrage, ni le maître d'œuvre, etc. Un second regard pour vérifier que le projet avait été bien conçu et ce comité technique permanent des barrages, institué à cette époque-là, avait le pouvoir d'exiger des modifications et des améliorations dans tous les projets de barrages de plus de 20 mètres de haut qui lui étaient soumis. Et c'est quelque chose qui est toujours effectif. Alors, les causes techniques de la rupture du barrage, d'abord des reconnaissances qu'on jugerait aujourd'hui tout à fait insuffisantes, puisqu'aucun sondage n'avait été fait sur le site même du barrage, ça nous paraît tout à fait incroyable. Mais il y avait des sondages qui avaient été faits 200 mètres à l'amont, et pour des raisons diverses, il avait été décidé un peu au dernier moment de décaler le profil du barrage à l'aval. Mais on l'a décalé à l'aval sans refaire de sondage. En particulier, il y avait cette faille sous le barrage qui était non reconnue et orientée défavorablement, avec un pendage vers l'aval qui n'était pas du tout favorable. Un massif rocheux exceptionnellement souple, module qui n'avait pas été mesuré, ce n'était pas dans les mœurs habitudes à l'époque de le faire, et l'anisotropie du gneiss avait été également sous-estimée. Et la conséquence de tout ça, c'est que s'est produit un phénomène hydromécanique qui était inconnu, la variation de perméabilité sous contrainte dont on a parlé tout à l'heure. Alors, parmi les causes techniques de la rupture, il y a aussi une autre cause naturelle, 500 mm de pluie en 2 semaines, avant la rupture, juste avant la rupture. D'où un remplissage du barrage brusque à un moment qui n'était pas très favorable. Et l'auscultation, on verra, était tout à fait insuffisante. Elle était lente en ce sens que les résultats n'étaient pas donnés en temps réel sur l'écran. Hein. Ils mettaient des mois à venir sur le bureau de personnes d'abord non compétentes, et avant que ça passe à des gens capables de les interpréter, c'était trop tard. Et il y avait également des signes avant-coureurs qui n'ont pas été observés parce que la structure, disons, d'interprétation du suivi de l'auscultation n'était pas en place. Par exemple, quand le gardien du barrage dit « il y a des venues d'eau qui sortent sur la rive aval
bon, personne, c'est pas arrivé en temps voulu aux gens qui étaient capables de l'interpréter. De même, des mesures topographiques, purement topographiques, sur les appuis de barrage, les appuis sur le pied du barrage, des mesures topographiques qui ont montré des déplacements de plus d'1 centimètre dans du béton. Alors, du béton fondé sur des rochers se déplace de plus d'1 centimètre, c'était déjà sérieux. Bon, d'abord, il n'y a pas eu de mesure zéro. Les premières mesures ont été faites plusieurs années après la fin de la construction du barrage et après le début de la mise en eau, et ces mesures n'ont pas été interprétées. Alors, bon, cette figure est tout à fait classique, on en a déjà parlé, la formation d'un dièdre de roche instable du fait des sous-pressions, le gradient hydraulique accentué par la compression de la roche, qui a produit donc des forces d'expulsion qui ont produit la ruine du barrage. Alors, une figure intéressante, à la suite de Malpasset, EDF a repris des investigations sur toute une série de barrages à construire ou déjà construits, avec la même équipe et la même méthodologie des essais de plaques, et la déformabilité du rocher, donc des barrages d'EDF construits dans ces années-là, vous voyez, selon les sites, ça varie de 300 MPa à 30 000. C'est-à-dire ça varie de 1 à 100, et il se trouve que Malpasset est le plus mauvais site de tous les barrages EDF. Mais ça, on ne l'a su qu'après coup, quand EDF a été sensibilisé à ce problème. Alors, bon, on va se livrer à un petit exercice un peu virtuel, mais comment aurait-on construit ce barrage aujourd'hui, compte tenu des connaissances et des techniques actuelles? Alors, j'ai listé, non pas pour jeter la pierre aux gens de l'époque, mais enfin de dire qu'est-ce qu'on aurait fait aujourd'hui. On aurait fait d'abord plusieurs sondages carottés sur le site du barrage lui-même. Évidemment. On aurait soumis le projet à un second regard, d'ailleurs c'est obligatoire. Le maître d'œuvre aurait observé attentivement la conformité de la nature géologique des fondations mises à nu à ce qui était prévu dans le cadre d'une mission qu'on appelle le G4 et qui n'a pas été inventée pour le chien, mais parce que, bon, à l'époque, ça ne se faisait pas et le géologue qui avait choisi le site du barrage n'a même pas été invité à regarder les fondations, à regarder le rocher mis à nu, la mise à nu les fouilles. Bon, maintenant, compte tenu de l'expérience, on ferait un rideau d'injection côté amont pour que la résultante des poussées soit mieux orientée et non pas vers le haut. On aurait également surdimensionné la vanne de vidange pour des crues encore plus exceptionnelles. Et on aurait fait peut-être une étude de danger à l'aval qui aurait permis, parce que la vague a mis 20 minutes à arriver à Fréjus, eh bien, on aurait pu alarmer les gens, leur dire montez à l'étage des maisons, etc. Et puis surtout, on n'aurait pas autorisé la mise en eau du barrage sans avoir un système d'auscultation complet, suivi et interprété par des gens compétents, ce qui n'était pas le cas. Alors ils envoyaient les feuilles de mesure à la préfecture du Var ou au Conseil général. Et pourtant, M. Cohen s'était battu pour avoir un contrat d'auscultation pour Cohen et Bélier, et il n'a jamais réussi à l'obtenir. Alors, c'est pour ça que je voudrais apporter un éclairage un peu nouveau avec les facteurs organisationnels et humains. C'est une expression d'EDF. Facteurs organisationnels et humains qui ont favorisé cette rupture, cette catastrophe. Alors, je me base en particulier sur une thèse intéressante qui a été soutenue à l'École des Mines, là, en 2015, de M. Larouzet, « Théorie et pratique des modèles d'erreur humaine dans la sécurité des barrages hydroélectriques ». Alors, cette thèse est intéressante parce qu'elle revient longuement sur l'affaire de Malpasset, et Pierre Dufaux a encadré lui-même, malgré son grand âge, à 90 ans, il a encadré toute cette partie-là de manière très, très précise. Alors, quels sont les facteurs organisationnels et humains que M. Larouzet a pointés dans tout le processus de ce qu'on appelle l'histoire administrative du projet de Malpasset? D'abord, au niveau des études.
il y avait un maître d'ouvrage, le génie rural, bon, qui devait faire de l'irrigation, mais qui était sans expérience de grand barrage. Bon, ceci dit, qu'il n'ait pas d'expérience, ça ne fait rien s'il prend un bon maître d'œuvre. Alors, ce maître d'œuvre, il y avait un maître d'œuvre de renommée mondiale. Coin et Bellier avaient fait les plus grands barrages en Afrique, en Amérique, etc. Et il y avait une confiance aveugle dans justement la capacité de Coin et Bellier, et en particulier de M. André Coin, qui était le fondateur du bureau et qui avait lui-même dirigé les études. Et le géologue régional, c'était un professeur de la fac de Marseille, connaissait très bien la géologie régionale, mais il n'était pas du tout impliqué, il n'avait pas d'expérience de barrage, et non plus, il n'a pas été impliqué dans le suivi des fondations. Au niveau du remplissage, autre facteur défavorable, le remplissage a été très tardif pour diverses raisons que je ne... On a commencé à remplir le barrage, on a mis 10 ou 20 mètres, on a laissé 10 ou 20 mètres d'eau, puis après, il y a eu des sécheresses, il y a eu, etc. Le niveau n'est pas monté. Et ça a conduit à une certaine démobilisation, c'est-à-dire que tout le monde considérait que le barrage faisait partie du paysage et que, bon, l'affaire était réglée, quoi, alors qu'elle n'était pas du tout, puisqu'on ne l'avait pas rempli. Et donc, il n'y avait pas la structure avec une réactivité suffisante pour interpréter, en temps voulu, les résultats de l'auscultation. Il y a eu également un manque d'autorité du maître d'ouvrage, génie rural, parce qu'à l'aval était en train de se construire l'autoroute A8, avec des fondations en rivière, etc. Et les ingénieurs des ponts et chaussées ont dit « Oh, non, ne videz pas le barrage, n'ouvrez pas la vanne de vidange, parce que vous allez ficher en l'air notre chantier. » Ils ont dit ça quelques semaines avant la catastrophe. Et je dirais, un jour avant la catastrophe, finalement, le génie rural a ordonné d'ouvrir la vanne de vidange. Mais c'était trop tard. Et le soir, le barrage a pété. Il y avait également, en arrière-plan, le souci de ne pas perdre de l'eau. Parce que toute cette eau qui avait été accumulée, on s'est dit, c'est très bien pour l'irrigation, on aura quelques années devant nous pour irriguer. C'était le but du barrage. Et alors, parmi les facteurs organisationnels, mais que ça recoupe également les facteurs techniques, l'auscultation, il se trouve que, après plusieurs années après la construction, il n'y avait plus d'argent au génie rural pour payer un contrat d'auscultation digne de ce nom. Donc, il n'y avait pas la structure pour interpréter. Et le suivi, donc, défaillant du barrage, mesure incomplète, tardive et non interprétée par des gens qualifiés susceptibles de sonner l'alarme. Donc, il y a eu une cascade de défaillances ou de faiblesses, disons, dans l'organisation, qui ont favorisé, et donc ce n'est pas des facteurs déclenchants, ce sont des faiblesses, et M. Larouzet utilise l'image du fromage suisse. Le fromage suisse avec des trous. Alors la probabilité pour que les trous soient alignés, les trous dans les différentes lignes de défense, que ces trous soient alignés, la probabilité est faible. Mais malgré tout, quand ils sont alignés, eh ben, ça finit par conduire à la catastrophe. Alors normalement, la ligne de défense ultime, c'est la mise en eau. Et tous les gens de l'hydroélectricité savent que la mise en eau, c'est vraiment le juge de paix. C'est comme en Turquie, quand on construit un pont, on met l'architecte sous le pont pendant les essais de chargement. C'est vraiment le moment crucial où il faut vraiment s'assurer que l'ensemble des... Tout a été rassemblé pour assurer la sécurité. Et je pense qu'aujourd'hui, sans vouloir lancer la pierre et porter des jugements rétrospectifs, mais si l'affaire se produisait aujourd'hui, je pense que le bureau d'études, André Coin en l'occurrence, serait recherché, sa responsabilité serait recherchée pour ne pas avoir rempli son devoir de conseil, quand bien même il n'était pas mandaté pour ce faire. Eh bien, on lui avait refusé le contrat d'auscultation, mais malgré tout, il aurait dû aller faire un scandale à la mairie de Fréjus ou au Conseil général du Var pour dire « Messieurs, on va construire un truc qui met en péril la sécurité des habitants ». Et aujourd'hui, il serait recherché certainement.
Voilà. Alors, j'en ai terminé pour Malpasset. Je passe maintenant au deuxième sujet qui tenait beaucoup à cœur à Pierre Dufau et pour lequel je me suis associé à lui tardivement, bien que je n'ai là non plus aucune légitimité dans le secteur des centrales nucléaires. Pierre Dufau faisait le raisonnement suivant. Il considérait, comme moi-même également, que l'énergie nucléaire est nécessaire à l'humanité, au moins pour faire face au réchauffement actuel, car elle est disponible en continu et elle n'émet pas de CO2. Bon. Mais l'opinion n'acceptera de nouvelles centrales ou la prolongation, disons, des centrales actuelles que si une sécurité absolue est garantie. Par conséquent, l'idée de Pierre Dufau était qu'il fallait transposer au nucléaire le succès avéré des centrales hydroélectriques en caverne, il y en a des milliers dans le monde, il y en a des centaines qui ont plus de 20 ou 30 mètres de diamètre, il n'y a jamais eu le moindre accident, donc on peut considérer véritablement que c'est une sécurité parfaitement garantie, et c'est un moyen, dans son esprit, c'était un moyen d'arriver à faire basculer l'opinion publique. Donc, il considérait que les réacteurs du futur devaient être souterrains. Dans son esprit, c'était dans des cavernes aux rochers, mais on verra qu'on peut trouver d'autres formules, car ces réacteurs souterrains seront mieux protégés contre les risques internes, c'est-à-dire des accidents ou des incidents, des émanations, des fuites, voire des explosions, les risques externes, avions, sabotage, guerre, drones, tout ce qu'on peut imaginer, et les risques naturels. Parce que, bon, on ne sait pas que les séismes se ressentent, l'amplitude des séismes diminue très très fortement dès que l'on rentre à quelques dizaines de mètres sous la surface du sol, en particulier aux rochers, et les structures souterraines qui sont parfaitement, disons, bloquées et, contreventées. L'amplitude est très très faible et donc pratiquement les centrales hydroélectriques d'EDF ont été calculées sans génie parasismique, je dirais, parce qu'on considérait que le problème ne se posait pas. Alors, vis-à-vis des tempêtes, tous les phénomènes météorologiques, dont les tsunamis, à condition de bien calculer la hauteur de la vague maximale. Bon. Alors, l'idée de Pierre Dufau, c'est qu'il faudrait installer en souterrain le réacteur, les échangeurs de chaleur, la piscine et puis le poste de commandement, et installer en surface toute la machinerie électrique, turbines, postes électriques, les bassins, etc. Alors, ce n'est pas une vue de l'esprit, parce qu'il y a déjà une centrale nucléaire française d'EDF qui a fonctionné comme ça pendant 10 ans, 20 ans. La centrale de Chose-A, sur la Meuse. Dans les Ardennes, alors il y a 2 cavernes principales de, je crois, 20 et 15 et 19 mètres de diamètre, creusées dans des schistes et des grès primaires, sous 80 mètres de couverture. Alors cette centrale a marché très bien, elle a été fermée en 87 parce qu'à cette époque-là, EDF a décidé d'avoir un parc de centrales nucléaires uniformes, construits en surface, etc., selon le système Westinghouse, et si bien que cette centrale a été arrêtée et elle est actuellement en cours de démantèlement. Mais ça a produit quand même 300 mégawatts, c'était quand même sérieux, c'était pas un travail expérimental. Alors, un autre travail expérimental peu connu, la centrale nucléaire de Lucens, creusée dans la Molasse suisse, avec une couverture de 20 mètres seulement, petite centrale, 10 mégawatts électriques, c'est pas grand-chose, et elle a subi une fusion du cœur en 69. Mais personne n'en a rien su, parce qu'il n'y a eu aucune conséquence à l'extérieur. Alors, au bout d'un certain temps, là, ça a été bétonné, tout a été fermé, et les Suisses n'ont avoué le truc que 20 ou 30 ans après. Donc, rien ne s'est passé, parce que c'était souterrain. Alors, les Américains, réfléchissez aussi à la question. Les Canadiens ont fait une étude très précise de 4 groupes de 850 mégawatts, 4 ensembles
de 850 MW à 300 mètres de profondeur dans le gneiss sous le lac Ontario, ou sous les rives du lac Ontario. Bon, le projet était prêt, les reconnaissances avaient été faites, c'était le même principe, réacteur, poste de commande en souterrain et toute la partie électromécanique en surface. Et puis, en 1979, les Canadiens, qui étaient très engagés par ailleurs dans l'hydroélectricité de la baie James, etc., ils se sont dit, bon, allez, on va investir lourdement dans l'hydroélectricité, ça suffit, c'est pas la peine de lancer ce nouveau lièvre de centrales nucléaires souterraines. Et ils ont abandonné. Alors, cette image pour montrer que des grandes cavernes sont parfaitement opérationnelles. Ça, c'est la centrale de Waldeck construite dans les années 70 en Allemagne, au nord de Francfort, 480 MW hydrauliques, hein, et bon, avec des ancrages. Monsieur Alagna et par des ancrages qui sont... Hein, l'essentiel du soutènement est assuré par des ancrages précontraints de grande longueur, avec un traitement de peau, disons, de surface par un boulonnage assez dense, et ça marche très bien, avec une largeur de 33 mètres, il y a largement de quoi mettre un réacteur nucléaire. Alors, j'ai listé sur ce tableau les avantages et inconvénients, on appelle ça, dans notre petit milieu très limité, dans le lobby des centrales nucléaires à réacteurs souterrains, on appelle ça des CNRS, c'est facile à se rappeler. Alors, les avantages sont une sécurité, on l'a vu, vis-à-vis des risques internes, anthropiques, externes, etc., avec comme inconvénient, malgré tout, un certain surcoût initial, hein, que les Américains avaient chiffré de 10 à 30%, et que Pierre Dufault considérait que c'était le prix de l'assurance. Et puis, il faut reconnaître qu'en cas d'accident mineur, les interventions de réparation sont peut-être plus complexes. Mais je ne suis pas ingénieur nucléaire, je ne vais pas plus loin. Alors, parmi les arguments secondaires de ce type d'implantation, il y a le fait qu'une barrière étanche est facile à réaliser dans un bon rocher profracturé, et si on fait une centrale nucléaire là, on choisira un rocher ad hoc. Le refroidissement est tout à fait possible sans avoir à amener des batteries de pompes avec un lac supérieur et puis par exemple un tunnel réservoir extérieur inférieur pour les eaux contaminées, moindre emprise en surface, moindre coût de démantèlement et implantation possible plus près que ce soit des agglomérations ou des usines fortes consommatrices. Argument secondaire, inconvénient secondaire, pas tout à fait secondaire, une nouvelle architecture à inventer et à faire valider par les autorités. Alors ça, c'est des délais qui ont fait reculer les compagnies électriques américaines. Un dégagement de chaleur à gérer quand même, hein, et des sites adaptés moins nombreux. Alors, les efforts de Dufault pour promouvoir les centrales nucléaires et réacteurs souterrains ont été intenses pendant 30 ans. En 1981, il a participé au premier séminaire international organisé par les Allemands à Hanovre sur les centrales nucléaires souterraines. Il était d'ailleurs le seul Français, EDF l'a snobé. Au début des années 80, abandon des projets de CNRS en Californie et au Canada. 86, l'explosion de Tchernobyl, et Andrei Sakharov, qui était le père de l'industrie nucléaire civile et militaire aussi soviétique, a dit il a pris parti pour les CNRS afin d'exclure la possibilité d'un nouveau Tchernobyl. En 87, l'arrêt de la centrale de Chooz, on l'a dit. Vers l'an 2000, émerge un projet de réacteur de recherche semi-enterré en Belgique, par le Centre d'études nucléaires de Belgique, de Mol, projet MIRA, qui est en sommeil, je dirais, maintenant. En 2011, accident de Fukushima, rebelote, donc de nouveau, l'avantage d'une implantation souterraine apparaît, et le professeur Imoli, donc, qui était le président de l'AITES, hein, a préconisé le lancement de recherches sur les CNRS. En 2013, une commission internationale a été lancée par la Société internationale de mécanique des roches, dirigée par ce professeur Sakurai, pour étudier la faisabilité de ce type de centrale. 2015, remise de ce rapport
par Philippe Vascou, qui a pris la succession de Pierre Dufau dans la salle, pour représenter la France dans cette commission internationale. Alors moi, je considère que l'engagement de Pierre Dufau est tout à fait exemplaire. C'était un partisan fervent de l'énergie nucléaire, militant infatigable, mais ignoré par EDF, il était très isolé. Et je considère que c'est un modèle parce qu'il pensait que les ingénieurs et les ingénieries ont vocation à rentrer dans le débat public en tant que sachants, comme c'est le cas en Suisse, y compris au niveau politique. Parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Alors, il y a deux grandes options pour les CNRS. Deux grandes options. On a vu celle de Dufau, caverne dans un massif rocheux, qui doit être de qualité, bien entendu, mais les sites sont assez rares. On a vu des projets très avancés aux USA. Ils ont été abandonnés à cette époque-là parce que le surcroît de sécurité avait été jugé superflu. Il y avait un surcoût de construction et puis un nouveau design à inventer. Il y avait aussi une certaine crainte des compagnies électriques de se voir imposer le concept souterrain si ça marchait trop bien. Et puis une certaine peur, nous sommes tous ici des enfants du sous-sol d'un certain côté, nous nous sentons bien dans le sous-sol, alors que les ingénieurs électromécaniciens, nucléaires, etc., c'est quelque chose d'un peu douteux, d'un peu aléatoire, mal foutu, hein, qu'ils ne maîtrisent pas aussi bien que du béton et de l'acier. Donc, c'est difficile de faire passer la notion de milieu souterrain sécurisé. Et tout ça, c'était avant Tchernobyl et Fukushima. Alors, la deuxième option, qui, on va le voir, est l'option qui est maintenant retenue, c'est des fouilles entre grandes parois moulées avec un grand remblai, un merlon de terre supérieur, plusieurs dizaines de mètres, autant qu'il en faut, hein, c'est pas difficile, que l'on met par-dessus. Alors, il y a peu d'exigences sur le site, c'est réalisable un peu partout. Il y a une grande liberté de conception à l'intérieur de ces fouilles, hein, on travaille à l'air libre, hein, et puis les ingénieurs aiment bien maîtriser, ils savent maîtriser le béton et l'acier, ça se calcule. Alors, les concepts de réacteurs enterrés ou semi-enterrés se développent beaucoup aux USA. Ils appellent ça, l'idée qui est fouillée actuellement, qui est investiguée, c'est ce qu'ils appellent Small Modular Reactors, avec des SMR, des réacteurs de petite taille, 50 à 300 MW, qui peuvent être, bon, soit en surface, hein, dans une bonbonnière comme à Flamanville, soit sous un merlon de terre, soit semi-enterrés, soit dans une caverne. Alors, cette recherche se poursuit aux États-Unis. Il y a toute une série de compagnies qui étudient la question, largement financées par l'État américain, en particulier la société NuScale Power, qui étudie des petits réacteurs et voudrait commercialiser des petits réacteurs de 60 MW, préfabriqués, transportables sur camion, avec un design qui a été approuvé par les autorités de sécurité américaines, et le premier doit être construit prochainement. Voilà, c'est des petits trucs hein, comme un camion semi, hein, un peu élargi, mais bon. Alors en France, il y a une équipe de France qui étudie, c'est un principe de centrale nucléaire comme enterrée, semi-enterrée. Alors c'est un groupement donc CEA, Technicatom, EDF et Naval Group. Alors il y a un APS en cours pour un projet qui s'appelle New World, semi-enterré avec 2 réacteurs de 170 MW, adaptés à des sites isolés. Bon, qui est à l'état de APS. Hein, mais les futurs EPR français, if any, seront de toute façon en surface. Alors voilà un peu, l'image n'est pas très bonne, le projet de réacteur New World qui va avec, bon, c'est la fouille à 30 mètres de profondeur, c'est facile, et puis on met dedans le réacteur, la piscine, les locaux techniques, on manutentionne tout ça de manière très sécurisée, et puis on met un merlon de terre de l'épaisseur voulue hein, au-dessus. Un dernier hommage à Pierre Dufau, un peu plus personnel.
Pierre Dufaux et son épouse, une personnalité très attachante, une famille éprouvée. Ils ont eu 6 enfants, ils en ont perdu 4. Et en dépit de ces épreuves, Pierre Dufaux a toujours gardé un humour dont tout le monde se souvient, un goût des images, des formules, un grand attrait et un don pour l'enseignement également, très apprécié des élèves, et une passion pour les sociétés savantes, puisqu'il s'est particulièrement, d'abord le comité des grands barrages, ensuite le CFMR, l'AFTES, mais également le CFGI et l'association Espace Souterrain. Il avait une véritable rage de convaincre. Il a fait environ 150 papiers, publications, 200, le chiffre de 200 avait été cité. Son œuvre majeure a été bien sûr le manuel de mécanique des roches. Et bon, on peut résumer sa carrière, il s'est vraiment mobilisé pour 4 croisades: la primauté de la géologie, faire confiance au terrain, développer l'urbanisme souterrain et promouvoir les centrales nucléaires à réacteurs souterrains. Alors, je ne résiste pas, pour terminer, si j'ai encore 3 minutes, à citer quelques devises et des citations favorites de Pierre Dufaux, qui aimait bien les belles formules. Alors, l'ingénieur est le massif rocheux. Sans la géologie, la mécanique des sols ne sert à rien. La mécanique des roches non plus. C'est de Jean-Pierre Magnan. Celui qui a une parfaite connaissance du terrain est sûr de la victoire. Sun Tzu. Le mineur est le chirurgien du sous-sol. Donc, il doit avoir appris lui-même la géologie et pas la sous-traiter. L'homme avisé découpe le poulet selon les articulations, d'après Platon, et le mineur aussi. Les sondages qui coûtent le plus cher sont ceux que l'on a supprimés, Kérisel. Sur la stabilité des barrages et des pentes. Tout versant est un barrage pour l'eau souterraine. Bon, image qu'il a développée très souvent dans ses écrits sur l'équilibre des pentes naturelles. Un proverbe norvégien qu'il aimait beaucoup: il n'y a pas de mauvais terrain, il n'y a que de mauvais vêtements. Et transposition au génie civil: il n'y a pas de mauvais terrain, il n'y a que de mauvais ingénieurs. Nous sommes tous nés depuis la dernière pluie exceptionnelle, et demain sera pire encore. Si quelque chose peut mal tourner, ça arrivera, dixit Lombardi. Et maintenant, sur la stabilité des tunnels. L'eau est le principal ennemi du mineur. Vieille devise des mineurs de charbon. Quand tu calcules un tunnel, n'oublie pas que l'essentiel du matériau est dans le terrain et pas dans le soutènement. Dans un revêtement du tunnel, on a les contraintes que l'on mérite. Tu fais les méthodes d'exécution. Et la guerre, comme l'amour, est un art qui est tout d'exécution, disait Napoléon, et le travail du mineur aussi. Je vous remercie.